Salut. Vous vous rappelez l'an dernier quand deux amas de fric, j'ai nommé Richard Branson, PDG et fondateur de Virgin Group, heureux détenteur d'une fortune estimée entre 5 et 6 milliards de dollars, devenaient au nez et à la barbe, enfin façon de parler vous l'aurez compris, de notre Crésus / père fouettard des temps modernes officiels, j'ai nommé Jeff Bezos. À quelques jours près, le premier milliardaire a volé dans l'espace. Pour Jeff et ses quelques 173 milliards de dollars de fortune, se faire devancer par un clochard comme Branson, ça la fout mal. En la honte. C'est pas nouveau hein, les milliardaires et leur fascination pour l'espace. Nous on est tous là à regarder ça pendant que des orang-outans finissent en pâte à tartiner, mais bon, c'est marrant, une Tesla dans l'espace avec du Bowie. Ça donne des bonnes conversations le lendemain sur à quel point mais ces mecs sont déconnectés de la réalité. Et alors, revient l'éternel débat de la possibilité que Zuck ne soit qu'une machine. Alors, j'aime pas les défendre, mais s'arrêter à « c'est juste des concours de tub d'ultra riches », c'est vite oublier que si ces mecs en sont là, c'est bien qu'ils ont tout compris aux règles du jeu. Et que malheureusement, s'ils ne sont pas les sauveurs de l'humanité, traîner 10 secondes sur le Twitter de Musk suffira à vous en convaincre. Bah, ils ne le sont pas non plus, la moitié d'un con. En réalité, ces sorties spatiales, qu'il s'agisse d'une voiture de sport rouge ou des PDG eux-mêmes, ne sont pas tellement là pour vous impressionner. Vous n'en êtes pas du tout la cible, mais sont de formidables coups de com' pour séduire des investisseurs de miser sur des noms desquels vous n'avez presque jamais entendu parler. New Glenn, Falcon 9 ou encore Launcher One. Ce que ces mecs essaient de faire, c'est de prouver au reste du monde que c'est à eux qu'il va falloir faire confiance en matière d'espace. Parce que s'il y a un moyen de faire de l'argent comme jamais et qu'ils anticipent, c'est bien ce terrain-là. Et c'est ici que se trouve la vraie guerre des étoiles. De connecter plusieurs millions de personnes entre elles à faire de la pub pour Pepsi avec des petits satellites, vous êtes absolument pas prêts. Ok. Vous connaissez je pense SpaceX, la boîte spatiale d'Elon Musk, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé au fond comment ce truc faisait de la thune? Non, parce que Musk a beau être pété d'oseille, y a des limites. Et si vous pensez cette question stupide, bah la réponse l'est encore plus. SpaceX en fait, c'est ni plus ni moins qu'un fabricant de gros missiles, ce qu'on appelle des lanceurs. Leur offre, c'est de permettre à n'importe qui, des organismes publics ou privés, d'envoyer des tonnes de matériel dans l'espace à un coût toujours plus faible. Et dans le domaine, pendant longtemps, c'était l'Europe le fer de lance. Putain, pour une fois, avec le groupe Ariane. Si vous allez sur leur site d'ailleurs, c'est assez marrant, on dirait une espèce de présentation commerciale quelconque, sauf que bah on parle de fusée. Genre tu préfères 7 tonnes en orbite géostationnaire ou 29 en orbite basse? Ah là je sais pas, hein, y a trop de choix, Sauf que depuis 2017, bah on s'est fait manger. Et voilà, je le savais putain. Et j'en peux plus. Par SpaceX justement avec une innovation qui a pas mal fait parler d'elle. Les lanceurs réutilisables capables de réatterrir sur une barge en plein océan. En vrai, quand ils pensent 3 secondes, c'est complètement baisé. La fusée phare de SpaceX s'appelle Falcon 9, c'est la petite sœur de Falcon Heavy, celle qui avait envoyé une voiture de sport aux petits hommes verts. Et elle fait des petites merveilles hein, que les gars qui commençaient à concevoir Ariane 6, le modèle le plus récent, en 2014, n'allaient pas du tout anticiper. Du coup maintenant bah, on est à la traîne, en 2020 seules 4 fusées européennes ont été tirées. On compte 40 chinoises et 35 américaines dont 25 étaient à Musk. Bravo Elon! Parce que l'espace ça coûte cher et que par conséquent le nerf de la guerre dans ce business comme dans tous les autres c'est de réduire les coûts. Et ne pas gaspiller le premier étage de ta fusée, celui qui coûte le plus cher, qui te coûte un bras. Ah bah oui, il y a des moyens. Bah c'est quand même belle perf, et c'est ce qui a tout changé. Bon et là, pour vous trouver des tarots, sincèrement ça a été un bordel sans nom. Apparemment, entre les années 70 et 2000, il semblerait que la moyenne était de 18 500 $ par kilogramme. Une bonne OP YouTube pour envoyer ton paquet d'Uncle Ben's en orbite, c'est pas mal. Sauf que ces prix se sont écrasés. D'après Ouzbek Erika, un kilo sur Falcon 9 coûterait aujourd'hui environ 3000 $, soit 4 fois moins. Mais y a pas que la bagarre Ariane et SpaceX. On parlait de Branson au début, bah lui aussi il est dans le coup avec Virgin Galactic et sa fusée Launcher One qui peut trimballer environ 500 kilos en orbite basse. C'est légèrement plus qu'Electron, le lanceur d'une boîte qui s'appelle Rocket Lab, dont la première fusée tirée en 2018 était symboliquement baptisée It's Business Time. Ah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Y a vraiment... Enfin je vais pas vous les faire parce qu'il y a des tonnes de startups et puis c'est sans parler des Indiens avec leur PSLV qui ressemble à la fusée de Tintin, du très connu Soyouz russe, des Japonais, des Chinois, en fait juste de toute la planète quoi. Et là, c'est peut-être le moment où vous vous demandez, mais attends 2 secondes, qui paye pour ça? Et c'est là spécifiquement qu'on entre vraiment dans le sujet et qu'on touche à un secteur cher aux partenaires de cette vidéo, Orange. Quand on parle de kilos ou de tonnes embarquées dans des lanceurs, en réalité c'est rare qu'il s'agisse d'une Tesla, ni même d'être humain en fait, mais plutôt pratiquement tout le temps de satellites. Un marché, vous allez le voir de niche, ça représente à peine 1% de la télécommunication mondiale, mais pourtant que tout le monde s'arrache. Ok, commençons par le commencement. Quand on veut envoyer de la ferraille en orbite, on a 3 options. Soit on balance ça à 36 000 km au-dessus de nos têtes. C'est un dixième de la distance Terre-Lune. Dans la GEO, pour Geostationary Earth Orbit. C'est là que se trouve ce que vous avez en tête quand je vous dis satellite. Un tube gros comme une Renault Mégane avec 2 ailes en panneau solaire et 2-3 paraboles. C'est une bonne description. Ouais. Pour résumer, là le satellite tournera à la même vitesse que la rotation terrestre et donc ciblera toujours la même zone. Et ça c'est super pratique pour les télécommunications ou la météorologie par exemple. Et c'est par exemple sur ce genre de satellite qu'Orange opère depuis plus de 40 ans
habitants pour offrir une couverture globale en France, et sur plus de 2500 sites répartis dans plus de 100 pays différents. Ensuite, entre 8000 et 16 000 km se trouve la MEO, pour Medium Earth Orbit. C'est là qu'on fout tout ce qui va s'apparenter au GPS. Et enfin, sous 2000 km, plus spécifiquement autour des 500 km d'altitude, on trouve la LEO, Low Earth Orbit, les règles n'ont pas changé, là où se trouvent entre autres les SS et qui est la zone la plus saturée. Ok, vous avez la base de la base. Maintenant, comment ça marche? Dans le cas des premiers, ceux qui se trouvent dans la GEO, souvent les plus massifs des satellites ne sont en réalité que d'immenses miroirs. Une information leur est émise depuis la Terre, depuis une parabole, les atteint et eux redirigent le flux vers un autre point sur Terre. Et en France, on a une de ces plus grosses autoroutes de données d'Europe, le site de Bercenay en Othe. Oui, au début on dirait pas trop le nom d'un super pôle numérique, mais vas-y, je vous jure. Et pour vous le décrire, sur le site qui est perdu en race campagne, il y a plus de 40 antennes dont certaines font 32,5 mètres de haut. C'est un immeuble de 10 étages. J'avais été le visiter et c'est ultra impressionnant et vous vous doutez bien gardé. Et depuis là, soit les câbles prennent le relais, soit l'information rebondit vers un autre satellite, lui aussi en orbite géostationnaire, qui renverra l'information vers un autre site comme Bercenay à des milliers de kilomètres de là. Et si vous trouvez que ça déjà il y a du niveau, c'est que le début. Si on a besoin d'aussi grosses paraboles, c'est que les satellites sont hyper loin. Mais certains ont l'ambition de s'en passer. De juste faire sauter les relais sur Terre. Et c'est à partir de maintenant qu'il y a un nom qui va beaucoup revenir, Starlink. Starlink, c'est le nom de la constellation d'Elon Musk, c'est-à-dire un réseau de milliers de petits satellites en orbite basse dans la LEO, qui, dans notre cas, prévoit de donner un accès à internet haut débit à tout le monde en agissant eux-mêmes comme des petits relais puisqu'étant bien plus proches les uns des autres et de nous aussi. Bon après, faut être honnête, pour le moment ça sert quand même vachement plus à donner du contenu aux youtubeurs tech qu'autre chose. C'est pas super efficace et c'est surtout super cher. Bah c'en est qu'à ses débuts. Le plan global de Musk est simple. Avoir SpaceX, sa société de lanceurs, qui déploie Starlink, son réseau de petits satellites, tout en amortissant les pertes grâce au programme Reacher qui permet de greffer des satellites d'autres clients pour payer l'addition. Et évidemment, avec ce que ça promet, c'est pas le seul à avoir ce genre de projet. La Chine déploie elle aussi sa propre constellation qui devrait aboutir à 13 000 satellites en orbite basse. Starlink, quant à eux, d'ici 2025, c'est 12 000 appareils. OneWeb, Spire, Telesat et bien entendu Amazon, avec le projet Kuiper, mais qui attend d'avoir fini de développer ses fusées New Glenn pour s'y mettre à fond, pour évidemment pas engraisser la concurrence. Ah, on a vraiment pas tous les mêmes problèmes. Moi, par exemple, c'est de savoir si le pesto dans le placard est encore bon. Eux, c'est d'avoir une fusée le plus rapidement possible pour pouvoir commencer à instaurer leur domination commerciale spatiale. Quant à l'Europe, le plus gros projet, c'est un plan de 6 milliards d'euros dans le but de créer un système européen indépendant de communication spatiale. Et dans le consortium en charge du sujet, aux côtés d'Airbus ou d'Ariane Space, Orange est le seul opérateur de télécom sélectionné pour y participer. Et c'est fait pour qu'à terme, on puisse réduire la dépendance de l'UE à l'égard des entreprises étrangères et protéger les principaux services de communication et données de surveillance des ingérences extérieures. C'est un putain d'enjeu de souveraineté européenne. Et ces projets de constellation, ce marché dont beaucoup disent que c'est le futur du domaine, c'est celui des smallsats. Les satellites miniatures, dont les plus fréquents et que vous retrouverez souvent s'appellent des CubeSats de 10 par 10 par 10 et qui peuvent même s'emboîter les uns sur les autres. Le plus petit format ça pèse 1,3 kg, c'est 1 U, 2 ensemble, 2 U, 6 c'est environ une boîte à chaussures, enfin c'est Minecraft dans l'espace à cette heure-ci. Et attends, parce qu'ils sont même customisables. Tu peux y ajouter ce que tu veux, des panneaux solaires, à des petits propulseurs en passant par des gyroscopes ou des caméras. Et devinez qui a le record de lâcher de satellites en un seul tir? Évidemment, SpaceX avec Transporter One en janvier 2021 qui en a lâché 143 d'un coup. À bord, en plus de ceux du réseau Starlink, on y trouvait des Space Bees, un autre style de smallsat. On dirait un peu des disquettes ceux-là, de chez Swarm Technologies destinés à l'internet des objets. Il y avait aussi des CubeSats de chez Planet qui eux montent un réseau destiné à scanner la Terre en permanence avec des milliers de petits satellites qui prennent chaque jour 1,3 million de photos de notre planète pour suivre son évolution. Et c'est là qu'on touche, parce que je vous parle de ça depuis tout à l'heure, mais je vous ai même pas encore expliqué ce qu'on peut faire avec tout ça. Et que vous allez enfin comprendre pourquoi ce 1% est si important pour beaucoup de monde. Bon, aujourd'hui, les satellites, c'est déjà indispensable. Et je pense que vous vous doutez à peu près de ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont un des maillons de la chaîne des télécommunications, mais un maillon qui résout quand même pas mal de problèmes. Quand les câbles ne peuvent plus passer ou qu'ils sont coupés, c'est eux qui prennent le relais. Ils servent aussi aux ONG sur les terrains sensibles. D'ailleurs, je crois même que la Croix-Rouge bosse avec Orange. C'est d'ailleurs ultra stylé. Ça passe via ce qu'ils appellent des Emergency Response Kits. C'est littéralement des petites antennes portables qui se déploient en quelques heures et qui te permettent d'avoir des communications partout. Et puis, les satellites, c'est aussi le moyen de connecter tout ce qui est en mouvement. Sans eux, pas de réseau pour les avions ni les bateaux. J'ai un bon exemple, quand j'étais à Bercenay, Orange m'ont parlé du projet Antarctique 2.0. C'est un projet étudiant de recherche scientifique qui vise à étudier l'impact du réchauffement climatique en bateau. Et eux se servent exactement de ça pour communiquer durant leur expédition. Oui, bon, c'est vrai que ça paraît évident dit comme ça, mais toujours bon de rappeler que tu connectes pas un bateau à une prise Ethernet. Ils sont aussi, par exemple, un moyen sécurisé pour le ministère des Affaires étrangères d'avoir des communications autres que filaires dans un pays dont on ne contrôle pas les infrastructures. Enfin, c'est déjà que 1% des télécommunications, mais 1%
essentiel. Mais avec les constellations, ça va aller encore plus loin. Jusqu'à faire un truc que je connaissais même pas, du Big Earth Data. Ne serait-ce que si on prend le projet Planète, notre scanner terrestre, c'est compter le nombre de bateaux qui sortent de certains grands ports pour en estimer les flux commerciaux de pays entiers. Ces mêmes bateaux qui, sans les satellites géostationnaires, ne pourraient pas communiquer avec le continent. Tu peux deviner, à quelque chose près, le chiffre d'affaires d'une grande enseigne en observant le taux de remplissage de ses parkings. C'est le moyen de repérer des feux de forêt bien avant les infrastructures terrestres. Tu observes le nombre de camions qui sortent des mines africaines et tu en tires des conclusions sur l'offre de minerais bientôt disponible et tu adaptes tes positions sur le marché. C'est optimiser l'agriculture et les terres cultivables, surveiller l'activité aux frontières, repérer des bateaux dans une zone de pêche défendue ou coordonner les efforts après une catastrophe environnementale. Ou juste suivre l'évolution de la déforestation sur notre planète et de ses écosystèmes depuis l'espace sur des décennies. Et ça, ce sont des exemples tirés d'un seul projet. Optimiser les process, connecter les gens entre eux ou développer la recherche pour tous. Ouais, mais tu t'en doutes, aux belles ambitions s'ajoutent souvent de gros opportunistes. Et au-delà de ce qui est utile pour le bien commun, comme ce que proposerait Orange et d'autres, certains voient en plus une opportunité de pousser le capitalisme encore plus loin. Dans la catégorie « je crois que ça part en couille », est-ce que vous avez déjà entendu parler d'ALE? Normalement non, c'est une obscure startup japonaise qui a un projet nommé Star Canvas. Et vous allez halluciner, ça vous promet tout simplement des pluies d'étoiles filantes sur commande. 2 satellites chargés de billes d'1 centimètre de diamètre qui iront se positionner au-dessus de la zone de votre choix et largueront autant de billes que vous souhaitez d'étoiles filantes. Et je vous laisse deviner qui sera leur premier client. Dubaï! Vraiment, cette ville, elle touche le fond et elle creuse encore. ALE promettent carrément de dépolluer l'espace tout en faisant du cash. Pas de déconner non plus, on n'est pas l'abbé Pierre ici. Avec de super étoiles filantes qui ne sont ni plus ni moins que des satellites morts qu'ils iront désorbiter pour les voir se désintégrer dans l'atmosphère. Parce que ça aussi, c'est un gros souci à tous les plans. La pollution spatiale, avec au bout le syndrome de Kessler. Le syndrome de Kessler, c'est un scénario envisagé dans les années 70 par un consultant à la NASA, Donald J. Kessler, qui dit qu'un jour, si on ne régule pas ce qui se trouve dans notre orbite, un débris spatial en heurtera un autre, créant ainsi des centaines de nouveaux débris, qui eux aussi heurteront d'autres objets et ainsi de suite de façon exponentielle, sans avoir jamais de fin, résultant inéluctablement en la création d'un nuage de débris spatiaux voguant à des dizaines de milliers de kilomètres heure au-dessus de nos têtes et empêchant à jamais quoi que ce soit de quitter notre planète. On a connu plus good mood. Alors, il existe des initiatives comme Remove Debris. C'est des mecs qui vont littéralement harponner des satellites morts. Après Minecraft, c'est Gladiator dans l'espace maintenant, mais c'est encore trop peu. Parce qu'on estime à plusieurs dizaines de millions des objets d'origine humaine qui orbitent autour de nous, dont 900 000 font entre 1 et 10 cm. Elle va récupérer ça, mon gars. À côté, la machine à pince de la foire, ses difficultés à 10 bouts. Puis ça, c'est aussi sans parler d'un autre style de pollution, la pollution lumineuse, sur laquelle tous les astronomes gueulent. Je sais pas si vous savez, mais dans la catégorie abus total, cette fois-ci, SpaceX a signé avec une boîte canadienne, Geometric Energy Corporation, pour exploiter des satellites publicitaires. Alors tranquille, pour le moment on parle d'un CubeSat avec un écran et une perche à selfie. Ah, c'est littéralement un touriste beauf de l'espace et dont le live serait retransmis sur YouTube et Twitch. Perso, je pense qu'il vaut mieux regarder mes streams le mardi à 10h et le vendredi à 13h, au moins j'ai pas de perche à selfie. Mais il y a déjà eu un précédent plus vénère. En 2019, la boîte russe Start Rocket, toujours à l'aide de CubeSat cette fois-ci, équipée de voiles réfléchissantes, elle a proposé de diffuser de la pub lumineuse dans le ciel. Alors Vlad Sitnikov, le PDG, a essayé de contrebalancer en disant que ça pouvait aussi servir à des fins de divertissement, autant que pour afficher des messages gouvernementaux en cas de catastrophe. Lorsque les téléphones ne fonctionnent pas... En vrai, je vais pas la faire comme ça, je vais me faire défoncer. Ok, lorsque les téléphones ne fonctionnent pas, en cas de visibilité nulle, de coupure de courant et d'urgence catastrophique, le gouvernement peut utiliser l'affichage pour envoyer des notifications urgentes à la population. Il serait pas en train de nous vendre ça, genre c'est le bad symbole son truc, alors qu'on sait juste qu'au fond, à un moment donné, un mec pété d'oseille va s'en servir pour dessiner une teub dans le ciel, faut arrêter. Bon, en tout cas, Pupsi a déjà signé un deal pour un affichage. Alors voilà là, tout ça là, les étoiles sur commande, Pupsi écrit dans le ciel, je suis pas certain qu'on en ait vraiment besoin, je vais pas vous mentir. On commence un petit peu à s'éloigner de connecter les gens entre eux et désenclaver les zones difficiles d'accès. Face à ça, l'an dernier, un communiqué de plusieurs centaines d'experts et d'astronomes expliquait qu'il serait de plus en plus difficile d'étudier le ciel si on ne faisait pas attention. On pourrait dire adieu aux photos de trous noirs ou à la compréhension de la formation de systèmes planétaires. Parce qu'un satellite qui passe devant une photographie spatiale, c'est comme une rayure sur la lentille d'un appareil photo. Et donc, au final, s'il est vrai que les satellites dans la GEO ont le défaut d'avoir un petit peu de latence, de l'ordre de la seconde due à leur distance, ils ont en revanche l'avantage de ne pas avoir à être des dizaines de milliers pour offrir une grosse couverture, et que leur intérêt se vérifie déjà depuis des décennies. Mais en bref, comme avec toutes les technologies, et c'est déjà un peu comme ça que j'avais terminé ma vidéo sur la 5G, il y a énormément de promesses quant à l'espace et son exploitation. Ces machines flottantes, qu'elles soient énormes et à 36 000 km au-dessus de nous, ou ridiculement petites et si proches qu'on puisse les voir briller à l'œil nu, ont un coût, et vont requérir une concertation qui devra mettre tous les pays autour de la table pour ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'à ne pas faire ça intelligemment, à se précipiter, en abuser ou ne pas écouter les experts. En plus de se couper d'un futur potentiellement ultra prometteur, on risque de définitivement rayer notre fenêtre sur l'univers, voire ironiquement,
de finir par manquer d'espace.